Donc effectivement, je vous parlais d'Encelade, qui est une petite lune de Saturne, mais dont j'espère que vous allez voir qu'elle est suffisamment intéressante pour en parler quelques minutes. Et donc c'est un corps auquel on s'intéresse à Nantes depuis un petit peu moins de 10 ans, avec mon collègue Gabriel Toby, et avec une forte collaboration aussi avec des collègues tchèques, dont j'ai indiqué les noms ici, Marie Bionkova, Andrej Čadek, Andrej Sauček, et aussi des collègues avec lesquels on a travaillé sur l'établissement d'un modèle qui est le dernier qu'on propose et qui est formidable, et dont je parlerai pendant cet exposé, donc qui sont Christophe Sautin et Franck Posberg. Et je voulais juste dire, donc en fait l'image de fond c'est Encelade, pas la planète, mais la figure mythologique, donc juste pour dire, en fait, Encelade, c'est un géant qui, comme les titans, ont donné leur nom à pas mal de lunes de Saturne. Donc, ce sont des enfants de Chronos ou Saturne. Et le principal fait de gloire de ces géants et titans, pour ce que j'en ai compris, c'est de s'être battu contre une autre génération de dieux qui sont les enfants dont certains sont aussi des enfants de Chronos, les dieux de l'Olympe, et donc ils ont perdu. Et Encelade, quand il a été tué par Athéna, la légende dit qu'il a été enterré en Sicile sous l'Etna, ce qui expliquerait le volcanisme qu'on a à l'époque. Je sais peut-être débattu ici au laboratoire. Mais en tout cas, donc en fait c'est les architectes ou les ingénieurs du château de Versailles qui ont décidé de faire un bosquet qui s'appelle le bosquet de l'Encelade, et ils ont opté plutôt que pour figurer cette activité volcanique d'Encelade, ils se sont dit on va mettre plutôt de l'eau que du magma. Et c'est donc la première fois en ce qui concerne l'humanité que Encelade était associé à des jets d'eau assez spectaculaires. Moi je n'ai pas vu, mais je pense que c'est plus de 20 mètres de haut. Et vous allez voir que pendant l'exposé, moi je vais parler de l'autre Encelade, c'est-à-dire la Lune, qui est aussi associée à des jets d'eau. Pas de l'eau liquide, on va voir que c'est surtout de la vapeur et de la glace, mais on a une résonance sur ce point-là. Et puis, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que plutôt que de vous présenter ce modèle formidable directement, je vais vous présenter plutôt l'histoire ce qui a conduit à ce modèle. C'est assez intéressant, et on peut le faire parce que ça ne dure pas trop longtemps, puisqu'on travaille dessus depuis seulement 9 ans. Vous allez voir que c'est des travaux, je pense, intéressants quand on travaille surtout sur la Terre, parce qu'il y a beaucoup de résonance. Par exemple, on va travailler surtout en réponse à des observations, et on va voir que c'est beaucoup le cas dans le cas d'Encelade. Néanmoins, on peut faire des modèles qui proposent des prédictions, et ces prédictions vont pouvoir, par exemple, montrer que les modèles sont faux. C'est exactement ce que je vais montrer dans un exemple. Comme pour les autres, quand on parle de l'histoire des planètes ou de l'évolution des planètes, en fait, c'est un scénario. On propose un scénario qui essaye de prendre en compte des indices d'observation. Et puis, vous allez voir que dans le cas d'Encelade, alors on a affaire à des matériaux qu'on voit d'ores et déjà ici. Donc, c'est de l'eau et des cailloux. Donc, c'est des matériaux qu'on a sur les autres planètes, notamment sur la Terre, avec des proportions qui sont différentes. Et les mécanismes physiques, bien entendu, sont les mêmes que ceux qui se produisent sur Terre, mais disons que les conditions et les proportions sont suffisamment différentes pour qu'on ne puisse pas trop fonder nos études sur Encelade sur ce qu'on connaît sur Terre. Et ça, je pense que c'est plutôt un bienfait, parce que des fois, en sciences planétaires, on s'inspire beaucoup de ce qui est connu de la Terre, parce que la Terre, on a beaucoup d'observations, et des fois, ça bride un petit peu l'imagination, et ce n'est pas toujours le meilleur moyen de parvenir à des résultats. Donc voilà un petit peu de tout ce que je souhaite illustrer par l'exposé. Donc Encelade a une activité, je l'ai déjà dit, qui s'est avérée exceptionnelle, qui a été, disons, mise en évidence en 2005, au début des premiers survols, à l'arrivée en fait de la mission Cassini dans le système de Saturne. Donc on voit ici une image qui n'est pas la première qu'on ait eue d'Encelade, mais qui est assez intéressante parce que ici Cassini a pu prendre cette photo, donc la face d'Encelade qui faisait... D'abord on reconnaît bien une lune, comme avec ce croissant ici. La face n'est pas éclairée, et donc ça permet de voir non seulement cette activité au niveau du pôle sud, on pouvait même voir sur ce cliché-là qu'il y avait des sources individuelles de cette activité. Donc on a des gaz et des grains de glace qui sont émis, on va voir, de cette région. Donc pour revenir un petit peu sur le contexte, donc Saturne,
C'est cette grande planète qui a des anneaux qui sont assez connus. Et au-delà des anneaux, en fait, il y a un certain nombre de petites lunes qui existent. Et puis des lunes de taille un petit peu intermédiaire qui sont ces 1, 2, 3, 4, 5 corps qu'on voit ici. Et Encelade, en fait, est entre Mimas et Thétis. Et Encelade est dans une région... Donc Encelade, ça fait 250 km de rayon. C'est une orbite dont la période est de 30 heures environ. Une excentricité, on en reparlera, mais en gros, qui n'est pas nulle, mais qui est non plus pas très très grande, en fait. Et Encelade se trouve dans la partie la plus dense d'un anneau qui n'est pas comme les anneaux connus ABCDF, mais un anneau qui est très diffus et très peu dense. Et en fait, Encelade se trouve dans la partie la plus dense de cet anneau, ce qui fait qu'il y a des collègues dès les années 80 qui avaient suggéré que Encelade, en prévoyant que la stabilité, c'est-à-dire que compte tenu de cette densité très faible et sans doute de la taille petite des particules, c'était difficilement envisageable que ce type d'anneau E puisse demeurer stable pendant une très longue durée. Et donc, ils avaient envisagé qu'Encelade puisse être à l'origine de cet anneau. Donc ça, c'est quelque chose que la mission Cassini va confirmer entre 20 et 30 ans plus tard. Et puis l'autre chose qui la rendait un petit peu singulière, cette lune, dans le résumé que j'ai envoyé à Julien, je lui ai dit, en fait, avant Cassini, Encelade était vraiment une lune comme les autres. C'était pas vrai, il y avait des indices quand même, il y avait ce papier là qui disait peut-être que Encelade remplit l'anneau E. Et puis les sondes Voyageur 2, avaient aussi montré que contrairement à Mimas, par exemple, il y avait des luminosités un petit peu différentes selon la latitude d'Encelade. Donc c'était un corps qui semblait un petit peu intéressant. Mais dès l'arrivée de Cassini, c'est-à-dire l'année où Cassini est arrivé dans le système de Saturne, les premiers survols ont conduit à une observation hasardeuse, en fait. Alors il y a deux équipes, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur le magnétomètre disent c'est nous qui avons vu le fait que la magnétosphère de Saturne était perturbée dans le voisinage d'Encelade et notamment au-dessus de son pôle sud. Et puis les gens qui s'occupent de la caméra et du système d'image disaient non, c'est nous qui avons vu de loin le fait qu'il y avait une sorte de nuage au niveau du pôle sud. Peu importe. Ce qui s'est passé en revanche, c'est que le troisième flyby qui a eu lieu à une altitude qui était très proche de la surface d'Encelade, a montré un faisceau d'évidence que effectivement on avait une région très active. Donc on a vu d'abord des images de cette région du pôle sud qui ressemblent à ça. Là on a un zoom, on voit 4 zones de fracture qui sont parallèles, au milieu de terrain qui semblent assez déformées. Ensuite il y avait une expérience d'ultraviolet qui a permis aussi de mettre en évidence, ça ce serait la température estimée pour la surface. Donc vous voyez globalement, on est très loin du soleil, il fait très froid, mais on a une augmentation significative de la température juste au niveau de ces zones de fracture. Ça, c'est la valeur en Kelvin de la température. Il y a eu aussi une expérience donc ça, c'était de l'infrarouge, pardon, et de spectroscopie UV qui a montré qu'on avait des raies d'absorption qui correspondaient. Donc là, c'était, je crois, une étoile, la lumière d'une étoile qui était absorbée par ce panache avec indication de présence d'eau. Et puis enfin, il y a une autre expérience dont on va reparler qui s'appelle le Dust Detector, qui avait montré aussi la présence au voisinage de ce panache, de petites particules très petites de taille micron, au-dessus du pôle sud. Donc ça, en fait, ça justifiait la mission Cassini, voilà sa durée, elle a duré 13 ans, soit à peu près 2 saisons de l'orbite de Saturne autour du Soleil. Donc il y avait une lune, outre la science qui s'est faite sur Saturne, il y avait une lune d'intérêt qui était connue et qui s'est avérée très intéressante parce qu'elle a une atmosphère, c'est la seule lune qui a une atmosphère, c'est Titan, elle a un cycle qui s'apparente à celui de l'eau, etc. Donc on avait un certain nombre de survols qui étaient prévus pour Titan, mais Encelade, il n'y avait que 3 survols qui étaient prévus pendant la mission nominale, puis à partir de 2008, ces premières découvertes ont justifié qu'on s'y intéresse de plus près. Ici, vous voyez les survols qui sont consacrés à d'autres lunes qui sont avérées moins actives. Je peux demander une question? Oui, bien sûr. C'est l'histoire de vapeur de l'eau. Ça, c'est la distinction contre, par exemple, poussière de glace. Oui. Parce que s'il y a des molécules individuelles de l'eau qui volent au-dessus de l'eau. Parce que pour moi, la vapeur, c'est quelque chose plutôt la condition 100 degrés ou quelque chose. Il y a des certaines températures et besoin. Les deux sont possibles. Il y a vraiment de la vapeur dans le gaz. Ouais. Et ce qu'on ne peut pas avoir, c'est pour ces pressions-là,
on ne peut pas avoir d'eau liquide. Ok. Ouais. Et donc il y a vraiment les deux, il y a de la glace et de l'eau, voilà. Donc voilà une autre image qui montre encore que cette activité est vraiment cantonnée, enfin, il y a émission sous forme de feuillet au niveau des zones de fracture. Donc pour les gens qui s'intéressent à l'intérieur d'Encelade, on était assez rapidement, on a convenu qu'il y avait un problème, c'est-à-dire un budget de chaleur qui était paradoxal. Alors si on regarde uniquement cette région-là, du pôle sud, qui est la région active pour laquelle on peut faire des mesures en infrarouge, et donc une estimation du flux de chaleur, ce qui n'est pas possible pour le reste d'Encelade, et ben on trouvait des valeurs autour de 15 gigawatts. Alors, si on regarde la masse d'Encelade, on sait qu'il y a des roches qui sont présentes, et quand bien même on serait généreux et qu'on envisage que ces roches soient riches en éléments qui vont produire de la chaleur par désintégration radioactive, on parvient seulement à un budget de sans doute moins d'un demi-gigawatt. Ce qui n'est pas forcément problématique parce qu'on sait que ces objets-là, dans le système de Jupiter et dans le système de Saturne, il y en a beaucoup qui ont une source de chaleur qui est aujourd'hui négligeable pour la Terre et pour les planètes telluriques, qui est le chauffage de marée. Des marées exercées par donc Saturne sur Encelade, ou par Jupiter sur Europe, par exemple, ou Jupiter sur Io. Mais dans le cas de Saturne, on avait une idée de ce que pouvait être ce nombre-là, qui va être en gros la quantité de dissipation à l'intérieur de Saturne, et la valeur admise à l'époque, c'était 18 000, ce qui fait qu'à l'équilibre, c'est-à-dire à l'équilibre orbital, on pouvait au maximum créer à nouveau 1 gigawatt. Donc on avait du mal à parvenir à compléter ce budget-là. Alors ce n'était pas non plus complètement problématique, c'est juste qu'il fallait imaginer que peut-être qu'on avait stocké de la chaleur pendant longtemps et qu'aujourd'hui on était en train de l'évacuer. Donc on avait un aspect épisodique. Ou alors que l'excentricité actuelle n'était pas non plus à l'équilibre. Auquel cas on pouvait produire plus de chauffage de marée. Donc c'est cette piste-là qu'on a d'abord étudiée avec les collègues tchèques. C'est-à-dire une histoire épisodique pour Encelade. Et on avait quelques raisons de se pencher vers ça, parce que là, par exemple, vous voyez une image de ce qui est plutôt l'autre région, donc le pôle nord d'Encelade, où vous voyez un certain nombre de cratères, même si bon, c'est de la glace, ils sont un petit peu relaxés, donc, mais les géologues planétaires, ils interprètent ça comme une région un petit peu plus ancienne, qui est jouxtée par des zones, elles, qui semblent beaucoup plus actives, beaucoup plus jeunes. Et qui, aujourd'hui, en revanche, ne sont pas actives comme le pôle sud. Donc, on pouvait avoir des raisons de penser que... Non, je n'ai pas lancé le streaming, donc tu m'arrêteras, Julien. Qu'il y avait cette histoire épisodique. Donc, on s'est posé la question du chauffage de marée à l'intérieur d'Encelade, et à l'époque, ce qu'on convenait assez facilement... Enfin, on pouvait envisager qu'il y avait du chauffage dans la couche de glace. C'était là qu'on s'attendait, parce que c'est le cas... pour Europe, par exemple, et donc il y avait deux mécanismes possibles, un qui a été proposé par Francis Nimmo et collègues, qui disait cette déformation associée aux marées solides le long des failles du pôle sud, ça peut créer un chauffage visqueux en dessous, quoi. Et puis l'autre possibilité, c'est que si on imagine que donc là on a le noyau rocheux, et qu'on a une couche de glace qui fait tout le tour, donc de l'eau mais qui est complètement solide, enfin surtout solide, et ben, si la glace est suffisamment chaude, si sa viscosité le permet, on peut aussi produire de la dissipation de marée. Donc c'est les pistes vers lesquelles on s'est orienté. Et la seule chose qu'il fallait avoir en tête, c'est que pour que la déformation de marée soit grande, et donc pour que le chauffage soit grand, il fallait qu'il y ait un découplage mécanique en profondeur, et donc la présence d'un réservoir liquide, autant dire qu'on pensait à de l'eau. Simplement, on ne savait pas la géométrie de ce réservoir, on ne savait pas comment il pouvait être maintenu. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est qu'on pouvait avoir au moins une mer régionale à l'interface entre le noyau rocheux et la couche de glace, voire peut-être un océan global, et on a un petit peu étudié cet aspect-là. Donc on a utilisé un outil que moi j'avais produit plus pour étudier les manteaux des planètes, qu'on a couplé avec, pendant son postdoc avec Marie Beonkova, pour calculer la dissipation de marée de manière cohérente. Donc on avait deux types de mécanismes. Sur les échelles de temps très longues, donc géologiques, ou même si un peu plus rapide pour la glace, de la convection à l'état solide, et puis la déformation viscoélastique associée à l'orbite. Et puis pour bien modéliser Encelade, on avait proposé ce que je vous ai dit, qui est des conditions limites qui
qui prennent en compte le fait qu'on ait de l'eau liquide ici avec une extension latérale qui est variable, c'est-à-dire ça peut être étroit sous le pôle sud ou bien un océan global. Et les premiers résultats qu'on a eus pour ces calculs-là, c'est qu'on a montré que quelle que soit la viscosité de la glace, quelle que soit la rhéologie qui apparaît ici avec les codes de couleur, eh bien, le chauffage de marée qu'on pouvait produire dans la couche de glace, il était toujours beaucoup plus petit, donc c'est les étoiles là, il était beaucoup plus petit que la puissance qui pouvait être évacuée de l'océan ou de la mer régionale par convection solide. Ça veut dire que on extrait de la chaleur de cette région-là, donc l'océan, dans les conditions actuelles, il avait comme destin obligatoire de cristalliser assez rapidement. Donc on avait une situation où on ne pouvait pas maintenir un océan, quelle que soit l'extension latérale de cet océan. Alors après, ce n'était pas un problème, on pouvait envisager que dans le passé, il y avait des périodes où l'excentricité était plus grande. Or, la dissipation de marée, elle dépend au premier ordre de cette excentricité. Donc si on part de l'excentricité actuelle et qu'on dissipe peu, ce que nous montrions, à l'équilibre on va dissiper peu, dans ces cas-là on va avoir une croissance de l'excentricité jusqu'à 4-5 fois, c'était possible d'avoir 4-5 fois la valeur actuelle. Puis à l'inverse, si dans le passé, sur des échelles de temps de quelques dizaines de millions d'années, si dans le passé on avait des valeurs d'excentricité qui étaient 5 fois la valeur actuelle, eh ben on pouvait, avec donc associé à une grosse dissipation de marée, on pouvait avoir une chute de l'excentricité en quelques millions d'années. Donc ça, c'était un petit peu le moyen qu'on avait pour envisager un chauffage plus important et donc cette activité épisodique. Donc là, c'est juste pour montrer rapidement les calculs qu'on avait, là où je vais représenter le fait que l'océan, alors ici qui est hémisphérique, c'est-à-dire qu'on avait un océan sur la moitié de la couche de glace, on est à la base de la couche de glace, et cet océan, vous voyez que le code couleur ici, il indique comment la couche de glace, avec ses structures convectives, va extraire de la chaleur et donc cristalliser l'océan. Et à droite, vous allez voir comment, en revanche, à cause du chauffage de marée, on va avoir fusion partielle au sein de la glace, donc de l'eau liquide qui apparaît et qui va être extraite vers le bas, l'eau liquide est plus dense, et donc elle se retrouve à la base. Vous voyez qu'en quelques, je ne sais plus, mais en 1 million d'années, on se retrouve avec des quantités d'eau liquide qui sont... C'est pas très surprenant, on a mis beaucoup de chaleur, donc des quantités d'eau liquide qui sont importantes. Et ce changement de volume pour passer de la glace à l'eau liquide, il induit que on a aussi décrit la réaction de la partie la plus froide de la coquille de glace, et on montrait que ça donnait des contraintes qui étaient sans doute suffisantes, je passais rapidement là-dessus, pour casser la glace. Et donc ça c'est le premier modèle qu'on avait proposé pour Encelade. Donc vous voyez ici un schéma qui va décrire l'évolution de l'excentricité et de la puissance de marée dissipée à l'intérieur d'Encelade. Donc vous voyez que si on a une excentricité élevée et une puissance de marée importante, eh ben, on fond et donc on peut casser le couvercle. Donc là, ce que j'ai montré, c'était là. La conséquence de ça, c'est que alors on casse le couvercle, donc il va y avoir de la dissipation le long des failles qui va encore augmenter, mais rapidement, on va avoir une chute de l'excentricité. Et Encelade serait là aujourd'hui, c'est-à-dire une excentricité assez modeste, mais encore une puissance non négligeable qui est dissipée. Et puis, le destin d'Encelade aujourd'hui, ce serait donc d'avoir une chute de la dissipation de marée, une cessation de l'activité de surface, et après on a fait d'autres articles pour étudier en revanche cette phase où on pouvait augmenter l'excentricité, etc. Donc voilà ce qu'on envisageait comme scénario. Bon, il y avait un petit problème quand même, c'est que ça veut dire que cette partie-là, elle dure peut-être quelques millions d'années, alors que cette partie-là, elle dure quelques dizaines de millions d'années. Donc ça voulait dire qu'on observait Encelade dans une situation qui n'est pas forcément très habituelle pour Encelade. Bon, après, il y a beaucoup de lunes, donc on peut se dire, bon, bah, on a de la chance. Oui. Pour aussi vérifier si j'ai bien compris. Oui. C'est-à-dire, votre modèle, il n'y a pas de convection initiale, et là, c'est juste l'excentricité qui accumule la chaleur, et là, ça commence la convection. Ouais, alors ça, en fait, ouais, alors là, ce dont vous parlez, c'est cette partie-là. Et ben, ça dépend, en fait. Il y avait des cas de figure où la convection disparaissait totalement, et puis d'autres cas où non. Ça dépend de la rhéologie, ça dépend de la taille des grains de glace. Il n'y a pas des chaleurs primordiales, de précoce ça.
Ah non, 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 la chaleur primordiale, mais ça on va revenir là-dessus. Ouais. Encelade, c'est des corps qui n'ont pas... ouais, non, on peut considérer que c'est des corps qui n'ont pas emmagasiné énormément de chaleur, même si en fait on ne sait pas grand-chose de ce qui était primordial pour Encelade, parce qu'on ne sait pas quand Encelade s'est formé. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Et donc pour terminer sur cette fausse... ce qui va s'avérer être une fausse piste, on s'était dit en plus que le fait que... En fait, il y a une chose intéressante, c'est que l'activité que Cassini observe depuis 10 ans pour Encelade, elle semble variable au niveau de l'orbite. On voit ici dans la colonne de gauche, donc c'est des images qui ne sont pas de très bonne résolution, qui sont assez lointaines, mais pour lesquelles on voit donc le corps Encelade ici, et puis une image, une brillance ici, une luminosité qui témoigne de l'activité du panache. Et donc dans la colonne de gauche, on a une activité forte, et dans la colonne de droite, on a une activité qui est plus faible. Et ce qui est intéressant, c'est que si on répète l'orbite, c'est toujours les mêmes moments, c'est toujours au même moment que l'activité est forte et toujours au même moment qu'elle est minimale. Elle n'est jamais nulle, il y a toujours a priori un panache, mais qui est plus ou moins important. Donc là, on voit, on a calé plein d'orbites sur la phase orbitale. Et alors, il manque des points ici qui ont été observés par une autre expérience, mais que je ne vous montre pas. Et en gros, on a toujours cette évolution à chaque fois avec le pic d'activité à une époque bien précise de l'orbite. Et si on considère que la glace répond de manière élastique au forçage de marée, et ben on s'attend, je crois, à ce que... Enfin, il y a un décalage, en fait. C'est-à-dire que le pic d'activité, il est un petit peu en retard par rapport à ce qu'on attendrait des forces de marée si on avait affaire à un corps élastique. Et donc ça, on s'est dit qu'on allait se servir de ça pour dire, bah, ça veut dire qu'il y a un aspect dissipatif, il y a un aspect visqueux qui crée un petit peu le retard. Et donc on a fait plein de modèles, on s'en est servi un peu comme un problème inverse, quoi, comme de la tomographie de l'intérieur d'Encelade. Et on a fait plein de modèles d'intérieur, on a regardé la famille de modèles, qui n'a pas une solution unique, qui donne bien ce délai, enfin qui répond bien, qui donne bien le pic d'activité à ce moment-là de l'orbite. Et donc on était parvenu à un modèle favori, qui avait été repris à l'époque par les collègues, qui avaient dit oui, bon bah d'accord, qui était celui d'une mer régionale sous le pôle sud, donc on n'était plutôt pas favorable à un océan global, une mer régionale sous le pôle sud, avec certaines caractéristiques de la viscosité, etc. Donc ça c'était en 2014, c'était un résultat assez beau. Okay. Oui. Question bête, je sais que les observations montrent ça, mais à une activité uniquement au pôle sud, mais pourquoi une mer, si jamais il y en avait une, que au pôle sud? Donc ça, nous on proposait le modèle intérieur. Après, on peut l'envisager de manière... bon, c'est des choses, par exemple, sur lesquelles Julien, quand il était à Nantes, on avait travaillé dessus, avec un impact, par exemple, qui fait qu'on peut envisager que le noyau d'Encelade, on va revenir sur ce noyau, il a une topographie. Et du coup, on pouvait envisager, par exemple, que c'était plus dur de cristalliser. Mais globalement, là je brode un peu, mais on n'avait pas d'explication. Alors que maintenant, je pense qu'on en a une, vous allez voir. Et puis, il s'est passé des choses, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a des choses qui sont intervenues, par exemple, sur le budget de chaleur. Il y a d'abord eu des papiers de Valérie Lenné, qui, à partir d'une observation précise du mouvement des lunes de Saturne, avait réévalué la valeur de ce nombre-là, Q, et donnait en fait des valeurs qui permettaient une dissipation beaucoup plus importante, 10 fois plus importante à peu près. Ce qui veut dire que, par exemple, au lieu d'avoir à l'équilibre 1 gigawatt, on se retrouvait plutôt 10 gigawatts, 10-11 gigawatts à l'équilibre pour l'orbite actuelle d'Encelade. Donc déjà, on se rapprochait de la valeur, on était un peu en dessous, mais de la valeur émise au pôle sud. Et il y a même un papier qui est sorti, du coup, c'était l'an dernier, en 2016, qui a complètement révisé, parce que, oui, ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que vous avez peut-être entendu parler des missions Juno en cours, et puis la mission Cassini, la fin de la mission Cassini, qui ont permis, alors c'est pas encore publié pour Cassini, mais en gros de faire de la gravie et d'étudier le champ magnétique de Jupiter et de Saturne. Et en fait, il semble s'avérer que tous les modèles de structure interne de Jupiter et de Saturne vont sans doute devoir être repris. Donc on connaît mal, on connaît mal la structure interne des planètes géantes, on connaît aussi mal la manière dont la dissipation, les mécanismes physiques avec laquelle la dissipation peut se produire dans ces planètes géantes. Et donc là, il y a un papier
assez intéressants, très intéressants, en fait, qui envisagent d'autres mécanismes avec des phénomènes de résonance pour chacune des lunes, qui envisagent du coup qu'on peut avoir un équilibre orbital dans SLAD à 50 gigawatts. Donc là, pour le coup, on n'a plus du tout de problème. On pourrait avoir, en fait, Encelade pourrait produire, il pourrait sortir d'Encelade une chaleur qui est produite à l'équilibre. Donc le raisonnement initial qu'on avait sur l'aspect épisodique, il tenait un petit peu moins. Il y a autre chose aussi qui est l'observation d'une libration. Je vais revenir dans un instant. Donc là encore une image d'Encelade. Voilà. Et cette libration, en fait, donc c'est en gros des mouvements, des changements de la rotation d'Encelade qui ont été mis en évidence à partir d'identification de points bien précis, donc d'images précises, et un feed du mouvement en gros de la surface d'Encelade. Et les résultats qui ont été donnés, qui étaient de plusieurs centaines de mètres pour Encelade, donc ça semble pas énormément, ça semble pas énorme, ça fait 0,12 degrés. Mais ça, il s'avère que c'est une libration physique qui est très importante et qui requiert que, en gros, que la coquille de glace, dont on voit qu'elle est animée de ce mouvement, soit découplée de l'intérieur. Donc ça, c'était la confirmation qu'il fallait un océan global, donc pas du tout le modèle qu'on avait envisagé, un océan global pour Encelade, dont l'épaisseur était entre 20 et 30 km en moyenne. On voit ici un schéma. Et dans ce papier-là, même si ce n'était pas très bien contraint, les auteurs, donc Thomas et collègues, ils envisageaient aussi qu'on pouvait avoir une épaisseur réduite au niveau du pôle sud. Donc, avec les collègues tchèques, on s'est saisi de cette nouvelle contrainte, la libration, et on a révisité en fait les modèles d'intérieur et l'épaisseur de la couche de glace d'Encelade. Donc, c'est des modèles qui sont fondés sur la forme d'Encelade telle que Cassini le révèle, et sur le champ de gravité d'Encelade qui est très grossier, qui est à très grande longueur d'onde, mais qui nous donne quand même des indications, et donc la libration. Et on est parvenu à ce résultat-là. Donc ça, c'est l'épaisseur de la coquille de glace. Vous voyez qu'il y a un maximum d'épaisseur dans des régions bien précises au niveau du pôle sud, au niveau de l'équateur. Donc environ plus de 30 km ici et ici. Donc ça, c'est les points subsaturniens et antisaturniens. Et puis en revanche, au niveau de l'équateur, on a une baisse, et d'ailleurs tout le long de ces méridiens particuliers, ici. Et puis une valeur minimale de l'épaisseur qui est seulement de quelques kilomètres au niveau du pôle sud. Et au pôle nord, on est un peu plus épais, mais on a environ 10 km. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on n'a pas regardé quantitativement, la corrélation, il semblerait quand même qu'il y ait une corrélation entre les zones les plus cratérisées, même si là c'est pas complètement vrai, entre l'épaisseur de la couche de glace et l'activité ou l'âge de la surface. Donc on avait un nouveau modèle pour l'intérieur, c'est quelque chose aussi qu'on a pu confirmer avec Alice Le Gall qui avait dans ses bagages une fauchée radar qui date de 2011 et qu'elle interprétait comme étant la preuve que dans la subsurface de la région du pôle sud, on avait sans doute des anomalies de température importantes, ce que tout le monde a dit non, c'est juste pas possible. Les flux de chaleur qu'elle trouvait à l'époque semblaient beaucoup trop importants pour tous les gens qui bossaient sur Encelade. Et puis, en fait, dès lors qu'on avait une épaisseur très faible au niveau du pôle sud, c'est quelque chose qu'on a pu envisager en proposant un mécanisme un peu de géologie, de géodynamique, qui confirmait en gros le fait qu'on avait une épaisseur très faible au niveau du pôle sud d'Encelade. Et donc, en quelques mois, on est passé de ce modèle de mer régionale à un modèle où on a un océan global avec une épaisseur, alors l'image n'est pas super bien, mais une épaisseur beaucoup plus faible au niveau des pôles et dans certaines régions de l'équateur. Enfin, les dernières observations qui sont essentielles pour Encelade, j'ai déjà dit au début que Encelade était à l'origine de cet anneau, l'anneau E. Là, on a une sorte de preuve par l'image. Donc, Encelade ici, avec des étoiles, ici une autre lune qui est sans doute Tétis ou Dionée. Et on voit en fait que Encelade remplit la partie la plus dense de l'anneau E. Et ce que la mission Cassini a pu faire, c'est avec essentiellement deux instruments, même s'il y en avait d'autres, mais
un instrument qui s'appelle Cosmic Dust Analyzer, dont j'ai déjà parlé, puis un spectromètre de masse qui analyse les gaz dans l'environnement de Saturne, une analyse de la composition. Donc ça a été fait à la fois parce qu'il y a eu des survols au sein des panaches d'Encelade, mais aussi en analysant, pour le Cosmic Dust Analyzer, en analysant les particules qui sont dans l'anneau E. Donc il n'y en a pas... Il y en a assez peu, mais elles sont beaucoup plus faciles à analyser puisqu'on peut rester longtemps dans cet anneau. Donc là, je ne vais sans doute pas décrire tous ces aspects, mais le spectromètre de masse a permis un certain nombre de choses, mais notamment récemment, donc c'est quand même des instruments qui sont assez vieux, dont la conception est assez vieille et qui sont donc c'est pas la même chose que ce que Maud a montré ce matin. Et donc, donc il y avait des problèmes, par exemple, il y avait des mesures de l'hydrogène, la présence d'hydrogène, mais qui étaient sans doute causées par une interaction avec les bords de l'appareil, où il y avait du titane. Et donc ils ont fait juste le dernier flyby d'Encelade, où ils ont décidé d'avoir un autre mode, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert c'est-à-dire que le gaz arrivait directement dans l'endroit où ils ionisaient le gaz. Et là, ils ont mesuré la présence de molécules d'hydrogène, de H2, qui est interprété, et sans doute à raison, parce que dans ce papier-là, White et al., il y a quelques mois, comme la preuve d'une activité hydrothermale au sein d'Encelade. C'est quelque chose qui avait déjà été suggéré par le Cosmic Dust Analyzer, qui avait montré qu'il y avait des petites billes de silice, très petites, qui étaient émises et qu'on retrouvait dans l'environnement de Saturne. Et ça, ils se servaient de ça pour dire, bon, bah, compte tenu de la taille de ces billes et de ce qu'on pense être le pH, essentiellement le pH de l'océan d'Encelade, eh bien, ça permet de quantifier la température à laquelle il y a eu une interaction entre les roches et l'eau, donc de l'ordre de 100 degrés Celsius, et puis la profondeur de cette interaction, qui était sans doute à peu près la base de l'océan, ainsi que le temps de transport de quelques semaines à quelques mois. Donc c'était un schéma qui était plus le principe, et qui disait qu'il y avait un transport à travers l'océan profond d'Encelade, dont on savait qu'il existait désormais, jusqu'à la surface, entre la zone d'activité hydrothermale, jusqu'à la surface en quelques mois, ou quelques semaines. Donc, il fallait qu'on révise un petit peu nos modèles de l'intérieur. Donc là, je vais présenter le dernier modèle qui essaye de prendre en compte tous ces aspects-là. Et on peut le présenter en partant à nouveau du problème du budget de chaleur. Puisqu'on a désormais une couche de glace dont on a une idée de ce que peut être son épaisseur en chaque endroit, donc très fine au niveau du pôle sud, assez fine au niveau du pôle nord, etc. Et donc on peut avoir un premier ordre de grandeur de la chaleur qui sort d'Encelade en faisant un équilibre diffusif de la chaleur, en supposant, donc c'est très simplifié, et en considérant donc que l'océan est à 273 Kelvin, juste à l'interface avec la couche de glace. Et donc là on se rend compte, si on fait ça, qu'on a une chaleur qui est émise par diffusion au niveau du pôle sud qui vaut entre 3 et 5 gigawatts. Ça fait des flux qui sont importants, qui seraient même importants sur Terre, de 100 à 150 mégawatts par mètre carré, mais aussi aux latitudes plus élevées, où on a une épaisseur plus grande, on a quand même des valeurs du flux qui ne sont pas négligeables, qui sont plusieurs dizaines de milliwatts par mètre carré, ce qui fait que l'ensemble des pertes de chaleur en dehors du pôle sud, avec ce raisonnement-là, il est quand même si on ne peut pas le voir en infrarouge, il est quand même de 20 à 25 gigawatts, ce qui fait qu'on a un budget global de 23 à 30 gigawatts pour Encelade. Alors, la question se pose de comment on fait pour produire cette chaleur. On a vu qu'éventuellement Saturne pouvait donner jusqu'à 50 gigawatts. Maintenant, quels sont les mécanismes pour produire et où produit-on la chaleur à l'intérieur d'Encelade? Alors, je vous ai dit, pour l'instant, on avait envisagé que ça se produirait surtout à l'intérieur de la couche de glace. Maintenant que la couche de glace au pôle sud est très fine, en fait, on sait, et les collègues tchèques l'ont montré, que si cette couche elle est très fine, c'est-à-dire quelques kilomètres d'épaisseur, on va avoir un maximum de production de chaleur qui peut sans doute aller jusqu'à 3 ou 5 gigawatts qui étaient émis au niveau du pôle sud,
Bon, on peut produire 3 ou 5 gigawatts par dissipation de marée dans la couche de glace au niveau du pôle sud. En revanche, pour le reste de la coquille de glace, elle est trop épaisse, elle est trop froide, la viscosité est trop grande pour qu'on puisse espérer dissiper 20 à 25 gigawatts dans le reste de la coquille d'Encelade. Donc la seule solution qu'on avait, c'était d'envisager un chauffage plus profond à l'intérieur d'Encelade. Une solution, c'était de l'avoir dans l'océan. Alors il y avait des papiers au début des années 2010 de Tyler qui envisageait de la dissipation dans un océan. C'était à l'époque où on n'avait pas une idée encore très claire de la structure interne. Et il montrait qu'on pouvait avoir un pic de production pour des épaisseurs de quelques mètres, des épaisseurs de l'océan de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Mais avec les tailles actuelles, ça semble assez peu probable qu'on puisse produire de la chaleur par dissipation dans l'océan. Il nous reste donc la possibilité du noyau. Alors le noyau d'Encelade, contrairement à ce qu'on a en tête, le noyau, c'est, quand je dis noyau, en fait c'est un manteau rocheux, quoi. C'est ce qui correspond au manteau rocheux. Mais contrairement aux planètes, contrairement à la Terre, contrairement aux noyaux rocheux de grosses lunes comme Europe ou Titan, il est assez pour lesquels on a un noyau qui ressemble sans doute à celui, qui ressemble sans doute au manteau de la Terre. Il est sans doute probable que à cause des très faibles pressions à l'intérieur d'Encelade, que ça soit un noyau poreux. Ça, c'est aussi ce que tu avais montré dans un article, c'est-à-dire que suite à un impact, on pouvait quand même avoir un noyau poreux pour Encelade. Et quand on regarde le champ gravi d'Encelade, on parvient à une densité moyenne du noyau de 2500 kg par mètre cube. Ce qui veut dire que si on considère qu'il doit y avoir peut-être du fer présent aussi, selon ce qu'a formé ce noyau, on parvient, en fait, on peut envisager plusieurs compositions, on parvient à des valeurs de porosité de 20 à 30%. Donc on a un noyau qui est sans doute poreux, qui n'est pas consolidé, et on remarque que si on a affaire à un matériau comme ça qui est fait de roches et d'eau, alors ça avait été envisagé par James Roberts en 2015. Lui, il avait envisagé qu'on puisse avoir des roches et de la glace. Dans ces cas-là, la déformation, elle va être plus importante. Et on peut envisager produire quelques gigawatts par dissipation de marée. Et nous, ce qu'on a fait là dans notre dernière étude, c'est d'envisager que l'eau, elle pouvait être sous la forme liquide. Auquel cas, on avait une déformation encore plus grande. Et donc, ça, c'est le travail de mon collègue Gabriel Toby qui s'est penché. Alors, ça, c'est de la littérature plutôt géotechnique, génie civil, etc. Où il y a des expériences de déformation, d'assemblage de sable saturé en eau. Des mélanges de sable ou petits cailloux saturés en eau. Et ce que montrent ces expériences, donc ici c'est la valeur de la déformation, donc c'est des expériences cycliques. Et ici, le module de cisaillement efficace, et vous voyez qu'au-delà d'une certaine valeur de la déformation, on a une chute de ce module qui s'accompagne d'une augmentation de ce qui s'appelle dans leur expérience, je ne l'ai pas écrit ici, qui s'appelle le damping ratio, qui est en fait la quantité d'énergie qui est dissipée sous forme de chaleur. Et pour cette valeur seuil-là, on a une augmentation de cette quantité d'énergie. Les phénomènes mécaniques qui produisent cette dissipation, ils sont bien connus, donc c'est la friction entre les grains. Il peut y avoir aussi des micro-cracks, etc., qui produisent la dissipation. Alors le seul problème avec ces expériences, c'est qu'elles sont faites à des fréquences qui sont idoines pour la géotechnique, mais qui sont quand même beaucoup plus élevées que ce qu'on a pour les marées d'Encelade. On a eu pas mal de mal à convaincre les reviewers que qu'on pouvait prolonger, donc l'absence d'expérience, mais prolonger pour des fréquences beaucoup plus faibles ce type d'enseignement, c'est-à-dire d'augmentation de la dissipation pour une valeur donnée. Surtout parce qu'en fait, on a des expériences sur d'autres matériaux, essentiellement les roches et la glace, qui montrent que les phénomènes que pour les fréquences beaucoup plus lentes, le fluage peut aussi contribuer à la dissipation. Donc on s'attend en fait à ce que la dissipation soit importante au-delà d'un certain seuil de déformation à l'intérieur du noyau d'Encelade. Il y a aussi un effet de la pression dont on pense, mais parce que les expériences sont faites aussi à moindre pression,
qu'à l'intérieur d'Enslan, mais on pense à un effet assez modeste. Alors voilà les résultats, on n'a qu'à se concentrer ici sur... Donc là c'est des profils en fonction du rayon de la déformation. Et vous voyez que la valeur qu'on prédit, donc ça c'est les calculs que Gabriel a fait, la valeur qu'on prédit pour la déformation, c'est 0,01%, ça correspond précisément, donc c'est ces courbes-là, ça correspond précisément à la valeur qui était le seuil dans les manips, au-delà duquel on avait une très forte dissipation. Et vous voyez que la marée conduit à une déformation maximale profondément dans le noyau, qui est uniforme, quelle que soit la latitude, mais qu'en revanche, quand on remonte vers la surface, on a une dissipation qui est accrue au niveau des pôles par rapport à ce qu'on voit à l'équateur. Et puis ce que montre aussi ce calcul-là, c'est que si on n'avait pas d'océan, alors là on a une chute drastique de la déformation. Et donc si on regarde ici le chauffage de marée associé, on a à peu près les mêmes courbes, hein. Plus la déformation est faible, plus le chauffage est faible. Puis la deuxième chose que je voulais montrer sur ce slide, c'est que pour ce calcul précis, on a aussi envisagé qu'il y ait une dichotomie entre le pôle nord et le pôle sud. Donc on a vu, nous, qu'on prédit une épaisseur, on voit que l'activité est que au pôle sud, on prédit une épaisseur moindre au niveau du pôle sud, et sans doute on a aussi une glace plus chaude au niveau du pôle sud. Donc on a plein de raisons de penser qu'il y a une différence entre le pôle nord et le pôle sud, et si on l'impose dans le modèle de calcul de déformation de marée, on se rend compte qu'on produit beaucoup plus de chaleur dans le noyau sous le pôle sud que dans le noyau sous le pôle nord. À peu près 3 fois plus sous le pôle sud. Donc ça pourrait être quelque chose qui explique une sorte d'emballement, c'est-à-dire si le pôle sud devient moins épais et plus chaud, eh bien il va être encore plus... Enfin, cette différence entre les deux pôles va s'accroître et donc peut conduire à une dichotomie entre les deux pôles. Mais dans la suite de l'exposé, là on va traiter les deux pôles de la même manière, parce qu'on ne voulait pas imposer de différence. Et donc voilà, donc on a un calcul de la dissipation de marée dans le noyau. Ici, en fonction du fameux module effectif pour la mixture sable-eau, enfin, pour le noyau dans son ensemble. Et ici, la fraction d'énergie qui est dissipée, d'énergie de marée qui est dissipée en chaleur. Vous voyez qu'on obtient des valeurs en gigawatts qui sont, selon les valeurs, qui peuvent être quelques dizaines de gigawatts pour le noyau d'Enslan. Ça, c'est la courbe qui montre le chauffage. En fait, j'ai déjà montré, on voit que ce chauffage il est maximum vers le cœur du noyau. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte vers la surface, ça décroît plus. Alors là, on ne voit pas du tout, mais au niveau de l'équateur, dans ces régions ici, on baisse plus vite qu'au niveau du pôle. Ce qui fait que quand on intègre le chauffage sur le rayon, on se retrouve avec des valeurs intégrées qui sont 2 fois plus grandes, c'est normalisé ici, hein, qui sont 2 fois plus grandes au niveau des pôles. On ne distingue pas les deux pôles, donc on a même quantité au pôle nord et au pôle sud, et puis qui est maximum aussi selon 2 méridiens qui correspondent précisément aux méridiens pour lesquels on avait une épaisseur moindre dans le modèle d'épaisseur de couche de glace qu'on avait produit avant. Et puis là, on a un minimum de chauffage qui est produit dans ces points-là, au niveau de l'équateur. Vous voyez que ce minimum, il est seulement c'est quand même au moins la moitié du chauffage produit là. Pourquoi il y a cette différence selon la longitude, bref, je ne sais plus. Si on se balade à l'équateur, pourquoi est-ce que ça varie? Ça, c'est le potentiel de marée qui est comme ça pour un stade. C'est parce que la planète ne bouge, ça bouge toujours la même orientation. Ah oui, voilà, parce qu'il y a une, en fait, comme toutes les lunes, c'est toujours la même face qui est. Ah d'accord. Okay. D'accord. Bien sûr. Ouais. Pardon. Le potentiel de marée, donc, qui va donner ce maximum. Alors, il y a un dernier paramètre, avant que je vous présente les modèles, qui est essentiel, mais qui est très mal contraint, qui est la perméabilité de ce noyau poreux. Donc, on a vu qu'il y a la porosité. Maintenant, après, pour une même porosité, on peut envisager plusieurs perméabilités. Et on s'est fondé sur des... Alors, je ne sais pas comment on dit en français, les tills sous-glaciaires, donc qui sont typiquement justement des mélanges entre roches, je pense cette fois-ci de taille plus variable, et d'eau. Et on a des valeurs pour la perméabilité qui varient
de plein d'ordres de grandeur, en fait, entre 10-11 et 10-16. Dans mes calculs, moi, je vais me focaliser sur des valeurs entre 10-12 et 10-16, donc une gamme quand même assez importante. Et donc, ce que moi j'ai fait à partir du chauffage de marée fourni par Gabriel, c'était de décrire l'écoulement de l'eau liquide dans le noyau, dans un milieu poreux. Donc c'est un écoulement qui est convectif, pour lequel on a une frontière qui est perméable à la surface. Et en fait, ici, c'est représenté, je ne sais plus ce qui est représenté, mais ça va être le flux advectif à la base de l'océan. Donc en gros, c'est la chaleur qui sort du noyau, qui rentre dans le noyau. En fonction de la quantité de chauffage qu'on met, donc 3, 10, 30 gigawatts, et de la perméabilité qu'on connaît mal. Et dans tous les cas, alors il y a des variations, on voit bien que les patterns sont différents, notamment les longueurs d'onde. Dans tous les cas, ce qu'on a, c'est toujours la même chose, c'est qu'on a de l'eau froide qui rentre passivement, on va voir pourquoi, parce qu'il y a de l'eau qui sort aussi, il y a de l'eau chaude qui sort. Donc, comme il y a de l'eau chaude qui sort, la conservation de la masse fait qu'il y a de l'eau froide qui rentre dans le noyau, qui rentre lentement et massivement partout. Toutes ces régions violettes, c'est l'eau froide qui rentre. Et au fur et à mesure qu'on pénètre profondément, cette eau froide, elle est chauffée par le chauffage de marée. Et à mesure qu'elle est chauffée, sa flottabilité devient importante, donc elle va remonter de manière active, et elle remonte sous forme de feuillets chauds qui sortent du noyau et qui vont créer des points chauds à la base de l'océan. Alors ça, c'est quand on met un chauffage qui est homogène, c'est-à-dire que j'ai pris la valeur 3, 10, 30 gigawatts, je n'ai pas utilisé le pattern qui a été présenté dans un instant, c'est un chauffage qui était homogène. Et oui, donc ça c'est des profils, bon je ne vais pas trop les développer, mais ce que je disais, là il y a un profil bleu qui montre la température la plus froide à un rayon donné, donc ça c'est l'eau froide qui rentre, qui se réchauffe graduellement, et puis qui va sortir, et au fur et à mesure qu'elle est plus chaude, eh bien elle est moins dense, et donc elle va pouvoir avoir là on voit un endroit, la vitesse, pareil, on ne voit pas la couleur bleue, c'est un peu bleu, mais la vitesse de remontée est beaucoup plus grande que la vitesse de descente. Et là, j'ai appliqué le pattern que je vous ai montré pour le chauffage de marée. Donc c'est la même chose que ça, simplement, au lieu d'avoir une distribution homogène du chauffage, on a mis le pattern que donnent les marées. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très intéressant tout de suite, c'est qu'il y a à nouveau des patterns différents. On a aussi, pour les valeurs élevées de perméabilité et de puissance, quelque chose qui est beaucoup plus instationnaire. Mais dans tous les cas, ce qu'on a, c'est qu'on a un maximum de flux advectif, donc un maximum d'eau chaude qui sort au niveau des pôles, des deux pôles, pôle nord et pôle sud, puisqu'on a quelque chose de symétrique dans ce qu'on en fait. Et aussi, on a un maximum d'eau chaude qui sort selon deux méridiens, qui sont les méridiens pour lesquels on a une épaisseur moindre. Donc en fait, on a un pattern d'eau qui sort du noyau, d'eau chaude qui sort du noyau, qui ressemble beaucoup au pattern qu'on avait montré pour l'épaisseur de la couche de glace en surface. Alors après, bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un trade-off entre, si on regarde la température de l'eau, la température max de l'eau, la température de l'eau dans le noyau, en fonction de la porosité, et les couleurs ici, ça veut dire 3, 10, 30 gigawatts, plus la perméabilité est élevée, et plus la température est faible, et plus la vitesse est grande. C'est-à-dire, en gros, le fluide il va vite, donc il n'a pas le temps de se réchauffer beaucoup. Et à l'inverse, si on a une perméabilité faible, le fluide l'eau va être plus lente, et du coup va être chaude, voire très chaude, puisque là, cette valeur-là, en fait, c'est la valeur au-delà de laquelle on a vaporisation. On a vaporisation. Mon code, il décrit très mal la vaporisation, enfin, ce qui se passe après la vaporisation, mais enfin, même pas du tout, en fait. Mais ce qu'il peut dire, c'est que la température est supérieure, normalement, pour avoir des bulles d'eau à l'intérieur dans ce lac. Donc, on a quand même un noyau qui est très actif, et comme on avait vu que les indications de l'hydrothermalisme dans ce lac, elles nous signalaient sans doute des valeurs de température supérieures à 100 degrés, voire plus si le pH est plus élevé, on a regardé quelle partie du volume du noyau d'Encelade est au-delà de 100 degrés Celsius ou 200 degrés Celsius. Et on voit que selon la perméabilité, selon le chauffage qu'on a dedans, on a toujours on a potentiellement une partie non négligeable du noyau qui est plus chaud. Là, c'est un champ de température qu'on obtient
vous voyez ce que j'ai dit, le fluide froid qui rentre, qui est réchauffé. Ici, on a saturé l'échelle autour de 90 degrés Celsius ou 100 degrés Celsius pour bien montrer qu'on a cette eau chaude qui remonte préférentiellement au niveau des pôles. Ici, c'est les valeurs de flux qu'on observe, donc le flux advectif qui sort du noyau. Vous voyez que c'est des valeurs très très grandes, de plusieurs watts par mètre carré. Et puis ici, on s'est intéressé aussi à la stabilité de tels points chauds à la base de l'océan. On a regardé par exemple sur un calcul de 10 millions d'années, quelle était la fraction du temps pendant laquelle une région donnée à la base de l'océan était au-dessus de 100 degrés. Et on voit que par exemple ces points les plus blancs ici correspondent à 100% du temps sur les 10 millions d'années. C'est-à-dire que ces points blancs, ils sont toujours au-dessus de 100 degrés à la base de l'océan. Alors, après, ça c'était les modèles qu'on a fait. Après, on s'est posé la question pour expliquer tout, de ce que ces points chauds à la base de l'océan pouvaient avoir comme conséquence sur la dynamique de l'océan. Alors malheureusement, il n'y a pas de calcul et probablement ça ne va pas être immédiat les calculs parce qu'on a vu que c'est un container qui n'est pas une coquille sphérique, l'océan d'Encelade, mais qui a une épaisseur très variable et ça va sans doute façonner l'écoulement. Mais il y avait des calculs qui ont été faits pour Europe par Goodman et collègues. Donc quand on regarde les mises à l'échelle qu'il avait fait dans son article, d'abord on peut s'attendre à ce qu'il y ait des sortes de panaches hydrothermaux, donc depuis la base de l'océan d'Encelade jusqu'à la surface, à l'interface avec la glace. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il faut s'attendre à ce que ces panaches ils soient seulement quelques millikelvins au-dessus. Donc, c'est des grosses anomalies de température à la base, mais dans l'océan qui est très mélangé, on est juste un petit peu au-dessus du reste de l'océan. Ce qui est intéressant, c'est aussi que les vitesses de transport entre la base et la surface semblent donner des valeurs qui s'apparentent à ce qui avait été observé pour les billes de silice. Voilà. Et le dernier point qu'on voulait aussi envisager, c'était, bon, on a montré qu'il y a une stabilité, il y a une possibilité d'activité hydrothermale dans le noyau d'Encelade, mais combien de temps ça peut durer? Alors, si on considère les valeurs de Fuller de resonance locking, où 50 gigawatts peuvent être produites à l'intérieur d'Encelade, dans ces cas-là, ça peut marcher pendant des milliards d'années. Donc sans doute, enfin, pour l'âge d'Encelade, il n'y a aucun problème. On peut avoir une activité hydrothermale qui dure depuis toujours. Si c'est seulement 10 gigawatts, ce qui va se passer quand même, c'est qu'on va avoir une cristallisation de l'océan. Et on a vu que dès lors que l'océan rentrait en contact, cristallisation de la couche de glace, et dès que la couche de glace rentre en contact avec le noyau, là, on va avoir une chute drastique du chauffage de marée. Donc on a quantifié en fait la durée de cette phase pendant laquelle, si on a seulement 10 gigawatts produits à l'intérieur d'Encelade, on a épaississement de la couche de glace, et on a montré que c'était sans doute quelques dizaines de millions d'années. Et enfin, ce qu'on a montré aussi, c'est que ces panaches un petit peu plus chauds, ils vont interagir avec la couche de glace, ça va donner un flux de chaleur un petit peu plus élevé au-dessus, donc ça va conduire à une fusion locale au-dessus du panache, donc au-dessus du pôle sud, sans doute un petit peu au-dessus du pôle nord, et selon les méridiens qu'on a dit, et qu'à l'inverse, on va avoir une cristallisation préférentielle de la couche de glace dans d'autres endroits, donc ça va créer des échanges de masse, et ce qu'on montre, c'est que ces échanges de masse, ils sont tels que ça correspond à peu près à la durée aussi de circulation de l'eau liquide dans le noyau, qui fait que l'océan est recyclé entre quelques dizaines et quelques centaines de millions d'années. Il faut quelques dizaines de millions d'années, de l'ordre de 100 millions d'années pour que tout l'océan soit processé dans le noyau. Donc on a quand même des échanges très importants entre l'intérieur, l'océan et la couche de glace. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Et puis voilà, j'étais arrêté là. Vous avez des questions? C'est juste pour peut-être, j'ai toujours coincé dans la vision terrestre, donc si vous pouvez, c'est un peu trop ça. Sur votre dissipation de la noyau, il y a donc on néglige la gravité, c'est ça? Donc la porosité, c'est toujours constante par rapport de la Z. Oui. La porosité est uniforme. Donc si ça c'est le cas, pour moi, c'est-à-dire
pourquoi il y a des limites assez claires entre l'océan profond et la noyau? Parce que toute la poussière peut être révélée dans l'océan et peut-être, bon, limite, ça peut être assez diffus à la place d'avoir quelque chose de très... Pour la partie rocheuse, oui. Ouais, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que là, en fait, on fait une description comme si c'était une matrice rocheuse, pour le coup, un peu consolidée. Et alors que on peut imaginer que justement, s'il y a des très forts contrastes de température, ça ne va pas se comporter comme ça. Donc c'est vraiment très simplifié ce qui se passe. Encore pire s'il y a des phases où il y a vaporisation, enfin, ébullition de l'eau, là on s'attend probablement à avoir des choses, mais que mon code ne pouvait pas décrire. Donc, Après, la gravité, quand même, dans le modèle, elle varie dans le modèle. La perméabilité et la porosité, elle va. Mais la gravité, elle est linéaire avec le rayon. Oui. Qu'est-ce qu'on sait de la composition de la phase rocheuse? Alors, rien. C'est pour ça qu'on a envisagé. Ça peut aussi contrôler pas mal d'interactions entre l'eau et le ouais. Donc cette partie-là, dans le papier, c'est Christophe Sautin qui avait regardé qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme, selon les compositions, en fait, à quoi on pouvait s'attendre comme densité et donc comme porosité. Avec aussi envisager que s'il y a une activité hydrothermale, du coup, c'est des roches qui sont altérées, quoi, et que ça change, ça va donner encore plus de porosité. Mais on a une gamme qui est assez vaste, en fait. La quantité de masse qui est autour par rapport à la planète elle-même, c'est quoi qui a été... tu dis que ça nourrit l'anneau, mais... L'anneau Est-ce qu'il y a un cycle entre... Est-ce qu'elle se vaporise complètement ou est-ce qu'il y a un cycle et qu'elle réaccrète cette eau? Alors il y a une partie de l'eau qui est... Bon, les gaz et les gaz, ils sortent ils restent pas sur Encelade, mais en revanche il y a des grains qui reviennent. Il y a une neige permanente sur Encelade. La quantité de masse dans l'anneau E, je pense qu'on la connaît pas. On connaît pas la quantité. Enfin, on aura peut-être la réponse déjà pour les anneaux vrais, les anneaux de Saturne. C'est un des trucs. Je veux dire, c'est est-ce que la planète était beaucoup plus grosse avant? Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre à cette question. En fait, un des trucs qui va rester à la fin de Cassini, moi je considère que là on commence à avoir une vision un petit peu plus claire de comment est l'intérieur d'Encelade, comment ça peut marcher, quelle est la dynamique à l'intérieur. En revanche, l'âge de ces lunes, on ne le sait pas du tout. On pense que probablement c'est l'étalement des anneaux qui conduit à la formation l'une après l'autre de ces lunes. Alors je parle des lunes pas Titan, mais les plus petites lunes. Et donc ça peut être des lunes qui sont beaucoup plus jeunes que le système solaire et que Saturne. Donc, mais je pense que c'est envisageable que oui, qu'il y ait une masse différente. J'ai pas compris ce que c'était cette petite bille de silice là. Quelle est leur origine en fait? Alors, comment ça s'appelle? C'est ces particules qui sont dans le nuage. Ouais, alors c'est même pas dans le nuage, j'ai l'impression que je sais pas où c'est, dans l'environnement de Saturne, mais eux ils disent ça vient nécessairement d'Encelade. Peut-être je t'enverrai les papiers, je ne saurais pas dire. En gros, je pense que c'est débattable, je ne sais pas comment ils justifient l'idée. Comment? C'est des billes de silice, ouais. Très petites. Et que de la soie? Ouais. Non, c'est comment ça s'appelle? SiO2. C'est ça, pur. Ouais. Parce que là, ce que tu montres, c'est du quartz. Ce qui sort dans ce là, c'est panache qui fait du gaz. Donc de gaz, c'est essentiellement de l'eau, et de glace avec du sel. Alors, il y a plusieurs types de grains. Donc, alors c'est un océan salé, par exemple, ça c'est une des découvertes. Ça ressemble à un océan terrestre en fait. Il y a du Na dans le... Et l'argument des gens qui ont vu le dihydrogène, c'est de dire ça pourrait nourrir des trucs. Quoi. Mais ça, il n'y a aucun problème.
Bah si, eux, ils envisagent que ça soit... Comment ça s'appelle? Ils disent que c'est... Donc c'est quand même assez basique, l'océan. Et bah, ils disaient que c'était des trucs connus sur Terre, que ça pouvait conduire à des petits grains de silice comme ça. Ils disaient même que la taille de ces grains de silice permettait de dire la température. Pas de l'océan, mais de l'interaction à laquelle ils sont produits. Oui. À propos de cet hydrogène, justement, je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'on peut savoir qu'il vient réellement de l'océan en dessous et qu'il n'est pas issu simplement du fait que les molécules d'eau peuvent être dissociées par le rayonnement solaire. Quelles molécules d'eau? Les molécules d'eau qui sortent dans les jets. Dans le panache? Oui. Est-ce que c'est l'activité solaire qui est trop faible à cet endroit-là ou je sais pas? Mais ce qui sort du panache, en fait, ça vient de l'océan. On considère que toute l'eau qui sort du panache, ça vient de l'océan. C'est ça. On parle de la même chose. Par contre, on sait que c'est probablement... Enfin bon, en plus, il faut lire leur papier, mais c'est un travail sérieux. Ils ont envisagé toutes les possibilités pour produire du H2. En fait, le H2, il était mesuré dès le début par cet instrument, mais on leur a longtemps dit, je crois, que c'était à cause des grilles, des bords de titane qu'il y avait. Et donc, c'est vraiment au dernier flyby, ils ont dit, bon, bah, on prend direct le gaz. Et là, après, dans le papier, ils envisagent toutes les possibilités. Et... Par exemple, ça peut pas venir partout de la surface, parce qu'on a une augmentation importante vraiment lors des survols. On voit que plus on se rapproche du panache, plus le H2 augmente. Julia ? Je voulais savoir si vous saviez comment marchait ce Cosmic Dust. Donc, alors, non, donc là, je crois, en fait, c'est la vitesse la vitesse de la sonde qui fait que les grains arrivent et ils sont explosés, je ne sais pas si c'est bête ce que je dis, mais ils sont ionisés ils sont cassés, quoi, en fait. Et directement analysés par spectrométrie. Ouais, voilà, après. Mais c'est des trucs très grossiers, en fait. C'est un peu triste parce que c'est des instruments... Aujourd'hui, je pense que même dans le spatial, on peut faire des trucs beaucoup mieux, mais ça a été conçu dans les années 80, quoi. Donc là, par exemple, il y a les collègues, notamment les collègues allemands, Frank Posberg, qui bossent là-dessus et qui voient que probablement il y a des grosses molécules organiques. Donc ils arrivent à faire des papiers dessus, parce que ça intéresse tout le monde. Mais la Cassini est un peu myope, en fait, sur ces trucs-là. Donc il y a des projets de mission. Les projets de mission les plus probables vers Encelade, le retour vers Encelade, c'est juste dire on va sur Encelade, on passe dans le panache, juste on met les mêmes instruments mais au goût du jour. Et ce serait beaucoup moins cher que Cassini. Donc en fait, ça veut dire que là, les éléments qui sont détectés, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, il y en a peut-être d'autres, mais juste la technologie fait qu'on est... Ouais, pour les grosses molécules organiques, mais ça, il y a des papiers qui vont sortir bientôt là-dessus, où ils pensent avoir des preuves, alors je sais pas comment, enfin si j'ai lu le papier, mais ils justifient en fait que ce qu'ils observent, ce serait en fait des très grosses molécules qui seraient cassées et qui donc créeraient des pics bien particuliers. Quelles sont les contraintes pour les valeurs de perméabilité là, qui sont indiquées Là, on a regardé des trucs terrestres, mais on ne sait pas du tout. Parce que ça, si on raisonne en termes d'agrégats granulaires, ça correspond à des granulométries très fines. Tu veux dire... alors, moi, voilà ce que j'avais compilé pour... Si ça se fait, hein. Alors, je me demandais, est-ce que c'est dû au fait que la porosité serait de quoi, 20%, c'est ça 20, au moins 20%. Parce que je sais pas, si on raisonne en termes d'empilement granulaire avec des porosités de l'ordre de 50%, des perméabilités de 10-14, 10-16, c'est des tailles de grains qui s'approchent du micron, c'est extrêmement faible. Ah ouais. Ouais. Non, mais je me demande si on réfléchit à ça. Ou... Moi, c'est des valeurs que j'ai trouvées pour... on voit qu'elles sont vastes. Hein. Et c'est peut-être parce que la porosité est très faible. Je sais pas, il faudrait regarder les équations classiques là, qui indiquent la perméabilité en fonction de la porosité. Mais quand même, moi, ce que ces chiffres me suggèrent, c'est des tailles de grains équivalentes, si tu veux, l'agrégat granulaire, extrêmement, très très petite, très très petite. Après, voilà, ça me surprend.
Oui, il faudra peut-être qu'on creuse là. Il y a toujours des noyaux poreux en fait pour ces lunes-là. Pour les petites. Pour les petites toujours. Mais sauf que pour l'instant, on n'étudiait pas les petites parce que les lunes intéressantes, c'est Europe, c'est Ganymède, Callisto, Titan. Et là, pour le coup, non, la pression joue un rôle. L'accrétion doit faire que ça chauffe sans doute beaucoup au début. C'est pour ça que nous, on n'était pas allés... En fait, de prime abord, quand on se dit, bon, il y a du chauffage de marée, nous, on envisageait la glace parce que pour les roches, il faut des roches très chaudes pour qu'elles soient dissipatives pour les marées. Donc pour Europe, il y a des gens qui disent, oui, peut-être la partie externe, une sorte, en gros, c'est partiellement fondu, mais là, c'est du magma. Et du coup, là, on peut avoir de la dissipation de marée, enfin, on peut avoir un cycle comme ça. Mais nous, on se disait, bah non, les roches d'Encelade, c'est des roches froides. Et c'est seulement quand on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas de toute façon à mettre suffisamment de chaleur dans la glace qu'on est obligé de convenir que ça doit être plus profond. Et on se dit, ah oui, mais si c'est poreux, en fait, ça va se déformer plus, etc. Il y a un truc que j'ai zappé peut-être. Tu dis que la face est toujours la même par rapport à Jupiter? À Saturne, oui. Et toutes les lunes. Mais du coup, toute la partie de mouvement, il vient d'où? Il vient des autres corps? Il faut d'autres corps pour produire du mouvement, parce que si... Non, maintenant, alors, c'est pour revenir sur l'excentricité, tout simplement comme tu as une excentricité, tu as quand même des petits mouvements comme ça. Et donc tu es en avance ou en retard, et c'est ces mouvements-là qui créent les marées, et c'est pour ça que plus l'excentricité est grande, plus la dissipation de marée va être grande. Après, en revanche, les autres corps, c'est juste que tu dis Dionée, qui est une autre lune, où il y a une résonance 2, 5, ou je sais plus, entretient l'excentricité. C'est-à-dire pour maintenir, parce que sinon, au bout d'un moment, tu circularises l'orbite. C'est quoi l'avenir de la recherche sur cette planète, sachant que maintenant Cassini, donc c'est fini? Est-ce qu'il y a des projets d'envoyer Oui, il y a des projets. Et à court terme, non, pas à court terme. C'est des... Donc là, il va y avoir un gros trou. Après, non, il y a des corps, à part Mars qui est tout le temps dans votre... Je suppose que toutes les données ne sont pas encore sorties de toute façon. Donc non, voilà, il y a encore beaucoup de travail sur Cassini. Déjà, alors, nous, ça ne me concerne pas parce que c'est sur Saturne, mais le grand final, ça va être très important pour l'intérieur de Saturne, le champ magnétique de Saturne. Après, il y a encore pas mal de travail. Il y a des missions vers des petits corps qui sont prévus d'ores et déjà. Il y a des projets de missions vers Titan et Encelade, mais c'est vrai que là, il va y avoir un gros trou. Voilà, sur Encelade, il va y avoir un petit... Ah oui, Encelade, ou mieux, ce sera dans les années 30, quoi, qu'on reviendra vers Encelade. Mais l'Europe a déjà prévu de retourner, alors dans cette même partie du système solaire, vers le système de Jupiter, vers Ganymède. Donc c'est pas du tout le même corps. Il n'y a pas eu de sonde lancée il n'y a pas longtemps, qui va arriver dans 3 ans. Ah non, le système... Non, il n'y a que Mars, on s'intéresse qu'à Mars. Non, le système solaire externe, s'il y a des missions vers des petits corps, il y a Psyche, etc., des missions américaines. Mais non, là, il va falloir attendre. Bon, merci beaucoup.